Bonjour à tous. Il me semble que voilà, tout le monde est là, donc je vous propose de commencer. Donc, je suis l'ingénieur en chef de l'armement Rademacher, directeur du domaine armement économique défense de l'IRSEM, et j'ai donc à la fois l'honneur et le plaisir d'animer cette table ronde qui est consacrée au fait de savoir comment la pensée militaire est prise en compte dans les développements capacitaires qui sont compris ici en fait comme une stratégie d'acquisition d'équipements militaires qui sont nécessaires à nos armées pour conduire leur mission. Et cette stratégie d'acquisition, l'élaboration de cette stratégie d'acquisition se fait sous une contrainte qui est triple. Une contrainte de ressources, tout d'abord, une contrainte financière. Une deuxième contrainte qui est une contrainte technologique, puisqu'on s'appuie sur une base industrielle et technologique donnée pour concevoir, développer et livrer ces équipements militaires. Et enfin, une dernière contrainte qui est une contrainte temporelle, parce que vu la nature des systèmes d'armes qui sont considérés, cette conception, ce développement et ces fabrications s'inscrivent sur un temps qui est plus ou moins long. Alors, classiquement, on a trois enjeux dans l'élaboration de ces développements capacitaires. Il y a tout d'abord l'expression d'un besoin opérationnel, d'un besoin militaire. Après, le deuxième enjeu, c'est la garantie de la cohérence capacitaire d'ensemble de tous ces systèmes d'armes. Et enfin, le troisième point, c'est une capacité technologique et industrielle à pouvoir, comme je l'ai dit, concevoir, développer et délivrer ces systèmes d'armes. Alors, le panel que nous avons aujourd'hui représente, on va dire, ces trois volets. Et on pourrait fixer à cette table ronde, on va dire, trois ambitions. Premièrement, c'est répondre à la question de savoir comment la pensée militaire peut irriguer à chacun des niveaux la réflexion sur les développements capacitaires. Le deuxième point, c'est de voir un peu plus finement comment chacun de ces niveaux va interagir entre eux. Voilà, pour conduire à l'élaboration de cette stratégie d'acquisition. Et enfin, le troisième point, c'est pour rebondir sur le propos introductif de vous, mon général, c'est de voir comment on peut s'adapter, puisqu'on parle ici de cycle long, comment on peut s'adapter à une accélération, comme vous l'avez évoqué, des évolutions stratégiques, mais également, j'ajouterai, une accélération des évolutions technologiques. Alors, pour parler de l'ensemble de ces éléments, j'ai l'honneur d'accueillir à cette table ronde le général de division aérienne Philippe Adam, qui est commandant de la division cohérence capacitaire de l'état-major des armées. Alors, mon général, vous êtes diplômé de l'école polytechnique et breveté pilote de chasse, et vous avez une carrière qui alterne de façon non exhaustive entre des postes opérationnels. Vous avez été pilote de chasse à la BA 103, pilote d'essai au centre d'essai en vol d'Istres, adjoint opération de l'opération Barkhane, des postes. On était major en administration centrale, à l'état-major de l'armée de l'air, l'état-major international de l'OTAN, mais également à la délégation aux affaires stratégiques, et enfin des postes de commandement, où vous avez été, entre autres, commandant de la base aérienne 125 d'Istres, de la brigade aérienne des opérations aériennes à Lyon-Montverdun, et du centre d'expertise aérienne de Mont-de-Marsan. L'ingénieur général de l'armement Franck Leclerc, qui est adjoint du chef de service d'architecture des systèmes de défense à la direction générale de l'armement, et secrétaire général des architectes de systèmes de défense. Alors, monsieur l'ingénieur général, vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, SUPERO, et vous avez fait une grande partie de votre carrière dans l'aéronautique, les programmes d'armement, mais également le capacitaire. Vous avez été, entre autres, et de façon non exhaustive, directeur de programme Mirage 2000, architecte capacité du système de force engagement combat, directeur adjoint de l'unité de management des opérations d'armement naval, directeur de l'atelier industriel aéronautique de Bordeaux et responsable de la cohérence capacitaire interministérielle de la fonction garde-côte, et ceci au sein du secrétariat général de la mer. Et enfin, M. Thierry Calmont, qui dirige l'activité SCAF pour le groupe Thales depuis maintenant 2 ans. Alors Thierry Calmont, vous avez eu un premier parcours de carrière au sein de la Marine nationale, dans la patrouille maritime. Vous avez été notamment commandant de flottille, puis à l'état-major de la Marine. Vous avez été responsable de la doctrine de l'aviation navale, et enfin à l'état-major des armées, voilà, au sein du J5 Monde. Et vous avez rejoint Thales en 2006, où vous avez alterné des fonctions commerciales et techniques à la fois en France et en Angleterre sur des activités aéronautiques principalement, avec notamment entre autres le programme de rénovation de l'Atlantique 2, le drone Watchkeeper en Angleterre, ou les moyens de surveillance maritime, et enfin le Rafale pour la France et à l'export. Voilà, je m'arrête et je vous cède la parole, mon général. Merci beaucoup pour cette présentation. Il me revient d'ouvrir cette table ronde, donc après la table ronde précédente, qui était particulièrement remarquable. Enfin, en tout cas, énormément d'idées ont été échangées et des choses qui mériteraient des développements
beaucoup plus approfondie que ça, évidemment. Je me fais l'impression un petit peu d'être le praticien là, qui intervient après le théoricien. Donc, évidemment, on va reprendre les choses par un angle légèrement différent. Et notamment sur tout ce qui est stratégie, déjà beaucoup de choses qui ont été dites, et je pense qu'on rejoint la plupart des observations qui ont été faites sur la difficulté d'appréhender le domaine et non seulement de définir ce que c'est que la stratégie, mais en gros, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit en faire avec ça et qu'est-ce qu'on en tire concrètement dans notre travail quotidien. Ça, c'est une difficulté. Alors ça, c'est une difficulté à laquelle je suis confronté d'ailleurs depuis assez longtemps. Ça n'a pas été évoqué, mais je suis probablement un des rares dans cette pièce à avoir un master de stratégie de défense. Et j'ai même un joli diplôme pour le montrer. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, j'ai ce papier affiché dans mon bureau. Et donc ça faisait partie de toutes les réflexions qu'on avait il y a à peu près 10 ans là, à Washington, où on a essayé d'approfondir ces domaines-là. Et je suis parti d'un an d'études universitaires avec beaucoup plus de questions que j'en avais en arrivant, ce qui est assez intéressant. Mais en revanche, j'en garde quand même quelques notions importantes. C'est qu'une stratégie n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement compliqué. Ça se complique quand on essaie de la mettre en œuvre, mais la stratégie elle-même peut être assez simple. Et le meilleur exemple que j'en ai, c'est la stratégie de la guerre froide, la stratégie du fameux containment, qui tenait en un article qui faisait 5 ou 6 pages, quelque chose comme ça, et qui a tenu pendant 50 ans. Alors en revanche, sur la mise en place de la stratégie, évidemment, c'était une autre affaire. L'autre point d'introduction que je voulais faire avant de rentrer dans le sujet était effectivement la pensée militaire doit servir à l'action militaire quelque part. Donc il faut bien qu'on s'inscrive dans ce qu'on veut faire avec. Et on le réduit dans cette deuxième table ronde à ce qu'on a appelé le capacitaire. Alors là aussi, le capacitaire mériterait beaucoup de discussions, ne serait-ce que pour en cerner complètement la définition. Il a été dit le capacitaire, c'est surtout des équipements. Évidemment, vu de la place des armées, ce n'est pas tout à fait le cas. On a vu la relation tout à l'heure entre le capacitaire et les concepts. Donc effectivement, on est très, très centré sur les équipements et les aspects pratiques de la conduite de la guerre, les aspects effectifs de la conduite de la guerre. Mais néanmoins, ce n'est pas qu'une question d'équipement. Il nous faut aussi des concepts de la doctrine. Il nous faut évidemment des ressources humaines, des gens bien entraînés. Il nous faut tout un tas de moyens, etc. Et donc, ce spectre de tous les champs qu'il faut examiner quand on parle de capacitaire pour être certain qu'on ne se trompe pas, comprend les équipements, mais comprend aussi plein d'autres domaines. Ça a été rappelé avec le DORES, mais il y a d'autres PFI dans l'OTAN, etc. Donc on peut complexifier autant qu'on veut, et notamment dans le DORES, il y a beaucoup de gens qui sont tentés de rajouter infrastructure, qui n'apparaît pas vraiment, mais qui est un souci assez fréquent que l'on rencontre. Il a été dit, bon, je ne reviens pas dessus, effectivement, la stratégie militaire ou stratégie militaire générale, c'est qu'une toute petite partie de la stratégie de défense, la stratégie de défense ne concerne pas que les militaires, évidemment. Les militaires, en revanche, ont un travail particulier à faire là-dedans. Ils ont l'usage de la force. Ça, c'est quelque chose qui m'est bien rappelé le général Lecointre, qui leur donne des droits exorbitants, comme il le disait, mais qui leur donne aussi donc, beaucoup de responsabilités. Et en particulier, on est les seuls à savoir faire la guerre. On est en tout cas censé le savoir, donc il faut bien qu'on y réfléchisse un petit peu, et il faut qu'on se projette dans l'avenir. Donc une de nos grandes responsabilités, c'est justement, étant les seuls praticiens finalement de ce domaine, de pouvoir expliquer à tous les autres comment on pratique aujourd'hui et comment on pense que on va le pratiquer demain. Donc ça aussi, c'est quand même une des grandes dominantes de la pensée, de la façon dont on essaye de l'exprimer. Il faut qu'on puisse garantir notre capacité, il faut qu'on se la garantisse à nous-mêmes, évidemment, mais il faut aussi qu'on la garantisse au pouvoir politique et à nos concitoyens, qu'on maîtrise bien tout ce qu'on fait et qu'on continuera à le maîtriser dans l'avenir. Donc il faut anticiper, évidemment, et il faut se projeter, donc d'où le travail de prospective qui a été largement exposé. On a parlé de la pensée militaire, donc il y a une pensée extrêmement large qui pense finalement la chose militaire dans le monde. Mais après, il y a une pensée aussi un peu plus terre à terre qui est ok, très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Cette pensée-là, elle existe, elle n'est pas très visible parce que, comme ça a été dit, on a nos petits secrets de cuisine qu'on ne veut pas forcément partager, puisqu'ils font partie aussi des effets qu'on veut obtenir.
Et puis, comme je l'ai dit, une stratégie, ça se pense quand même dans le long terme. On a dit il y a le temps de développement des capacités, le temps de l'entraînement des forces, le temps de la rectification des concepts, de leur mise en place. Tout ça prend du temps, c'est pas instantané. Et il faut que les objectifs qu'on s'est fixés et les chemins qu'on a tracés s'inscrivent quand même au travers d'un certain nombre de contraintes de court terme. On parle souvent de phénomènes de mode ou d'émotions collectives. Donc il faut quand même arriver à traverser tout ça et parfois rectifier un petit peu le chemin qui a été tracé pour tenir compte de toutes les contraintes. Donc la stratégie, elle s'applique, c'est d'abord la définition des objectifs qui doivent être réalistes, qui doivent avoir un sens global. Quand on parle de la stratégie militaire, évidemment, le monde militaire se pense aussi dans la stratégie globale de l'État et de ce qu'on veut pour le pays et pour nos concitoyens au sens large, et puis surtout pour conserver ce que nous sommes dans l'avenir. Tout ça se base ensuite sur ce que les anglo-saxons appelaient ways and means, et qui a été présenté tout à l'heure, d'ailleurs, les méthodes et moyens. Il faut bien évidemment se pencher sur ce que fera l'adversaire, en qui est l'adversaire, qui sera l'adversaire, et comment lui pense la chose. Il faut qu'on arrive à comprendre évidemment à quoi on va être confronté, ce qui ne veut pas dire qu'on doit faire exactement la même chose. Au contraire, on peut choisir de se décaler et de faire des choses différentes. Ce qui compte, c'est de pouvoir rentrer dans une confrontation d'une façon qui tourne à notre avantage d'une façon ou d'une autre. Donc là aussi, les discussions sur l'Afghanistan tout à l'heure étaient intéressantes. On pourrait parler de l'Irak également. Alors on a des groupes d'évaluation de la menace qui se penchent là-dessus. On s'appuie sur les travaux de la DRM, sur les travaux de beaucoup de monde, sur ce qui revient évidemment de nos missions militaires à l'étranger. Et donc il faut arriver à comprendre aussi cet aspect-là des choses, évidemment. Là-dedans, évidemment, on calque les principes de la guerre. Donc ça, c'est vraiment la stratégie générale, la pensée militaire au sens le plus large, qui a été rappelé tout à l'heure par le général Patry, qui nous a parlé de concentration des efforts et d'économie des forces. Ça reste toujours une grande chose, mais évidemment, la liberté d'action, qui est aussi l'initiative qu'on cherchera toujours à obtenir, évidemment, et qui permet notamment d'imposer les moyens qu'on a choisis, ou en tout cas notre conception du combat ou de la guerre aux autres. Et si on arrive à imposer sa volonté, finalement, il y a déjà une grosse partie de fait. Donc tout ça se reflète dans ce qui se voit, qui sont les capacités militaires au sens vraiment étroit, plutôt de sens équipement. Là-dessus aussi, il faut qu'on pense quel niveau, évidemment, on veut mettre à cette ambition. Donc là, on rejoint des termes qui apparaissent dans les LPM l'une après l'autre, donc l'ambition 2030 notamment, et puis la notion aussi d'engagement majeur avec le retour de la menace de la force, où on essaye non seulement de prendre en compte cette menace, mais aussi de ne pas être trop faible sur des secteurs qui pourraient être fatals. Il faut qu'on prenne évidemment là-dedans en compte le rétex récent, mais aussi le rétex plus large. Et puis c'est là-dedans que l'histoire évidemment est riche d'enseignements, donc on s'y replonge régulièrement. Donc l'histoire récente, on a parlé des derniers engagements tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été cité, c'est la première guerre du Golfe, juste après la fin du pacte de Varsovie. Finalement, on a eu quand même un engagement majeur où la solidarité des alliés a joué. Et après, ça a tourné comme tout le monde le sait, mais ça aussi, je pense, très clairement joué un rôle très important dans la réorientation de la pensée dans cette période de post-guerre froide. Dans ce rétexte, et dans cette histoire, il faut regarder aussi, ça a été évoqué dans la précédente table ronde, le rôle de l'innovation et la façon dont l'innovation s'impose au monde militaire, où parfois c'est le monde militaire qui recherche l'innovation et qui trouve des choses qu'il n'a pas forcément cherchées. Mais bon, l'innovation et les ruptures technologiques, si on peut les appeler comme ça, évidemment, émaillent l'histoire militaire, l'étrier, évidemment, les armes à feu, le canon rayé, on peut en parler, l'aviation, la téléphonie sans fil, etc. etc. Et aujourd'hui, on regarde ce que peut apporter le monde numérique là-dedans. Donc c'est parfois cherché et trouvé par le militaire, parfois c'est juste des ruptures qui apparaissent parce que ça répond à notre besoin et qui sont utilisées au profit du civil. Donc là-dedans, la réflexion proposée par la Red Team est intéressante, elle a déjà été évoquée, mais c'est aussi une façon d'ouvrir un petit peu la réflexion en laissant tomber un petit peu les contingences et en essayant de se projeter
Donc l'exercice est particulièrement intéressant de ce côté-là. Et il rejoint d'ailleurs quelque chose qui avait été popularisé il y a 15 ou 20 ans maintenant par Nassim Taleb, qui s'appelait, c'était sa théorie du signe noir, qui était, bon, vous pensez que c'est impossible, que ça n'arrivera jamais, mais qu'est-ce que vous feriez si ça arrivait quand même? Voilà. Puis je pense que depuis, on a quelques illustrations d'ailleurs qui montrent que la pertinence de cette démarche. Voilà, donc il faut arriver à conduire au travers de la stratégie une transformation qui est continue, puisque les armées, elles ont un rôle maintenant, elles ont un rôle demain, elles ont un rôle dans 10 ans. Donc il faut que tout ça reste cohérent. Dans ce que je dis souvent, c'est que dans le nom de la division que je dirige, il y a un mot qui est important, c'est capacitaire, mais le mot le plus important, c'est quand même cohérence. Et la cohérence, eh bien, il faut aussi qu'elle prenne en compte un grand nombre de contraintes. Je vous l'ai dit, la réflexion essaie de s'affranchir, mais néanmoins, dans le travail quotidien, il faut prendre en compte l'ensemble des contraintes qui s'appliquent sur ce qu'on aimerait faire et qui doivent aider à construire un modèle, comme il a été dit, cohérent, équilibré et crédible. Bon, pour ça, il y a un document en particulier, enfin, il y a des documents qui matérialisent la pensée qui nous sert à conduire le travail quotidien. Il y en a un en particulier sur lequel je voulais attirer l'attention. Donc, il y a 4 ce qu'on appelle les documents éclairants. Donc, il y en a un qui est à la main du CICDE, mais il y a la division emploi qui en a un autre chez nous, et puis la DRM, évidemment, sur les menaces militaires. Et nous, on a un document qui s'appelle le BMP, donc le besoin militaire prévisible. Alors, besoin est à regarder avec... c'est un nom qui vaut ce qu'il vaut. Pas trop chercher ce qu'il y a du besoin très détaillé là-dedans. En revanche, il essaye d'éclairer, c'est-à-dire qu'il explore de façon prospective, mais en essayant de réduire quand même, ou de limiter quand même la profondeur temporelle dans laquelle on se place. Donc on se place à une quinzaine d'années, qui essaye d'éclairer les orientations qu'il faudrait faire prendre au développement des équipements dont on aura besoin dans le futur, et puis potentiellement les développements des concepts, puisque un équipement ne vaut rien si le concept ne suit pas. Donc plutôt, dans la stratégie militaire, on peut voir aussi deux pans qui sont importants. Il y a un pan moyen et il y a un pan emploi. Et finalement, les deux marchent ensemble. L'un tire l'autre, c'est la question de la poule et de l'œuf. Ça dépend des moments, ou ça dépend de la façon dont on se situe. Là-dedans, donc ces documents sont actualisés régulièrement. C'est le cas de tous les documents stratégiques d'une façon générale. Il faut les réactualiser. Ça ne veut pas dire qu'on les bouleverse, mais c'est de temps en temps, il faut prendre en compte des choses qu'on n'avait pas vues. Il faut remettre tout ça un petit peu à jour. Les évolutions sont souvent pas considérables, mais aujourd'hui, la dernière actualisation permet notamment d'essayer, d'inscrire de façon un peu plus concrète dans le futur ce qu'on entend par le multimilieu, qui est quand même quelque chose, une notion relativement récente, même si elle existait, mais elle n'était pas aussi présente qu'elle l'est maintenant. Elle nous pose d'ailleurs des problèmes particuliers. On avait 3 milieux avant, maintenant on en a 5, donc il faut quand même des capacités, un nombre de capacités beaucoup plus importantes, ou alors il faut en laisser tomber d'autres, donc il y a quand même des choix à faire. Et puis évidemment l'arrivée du numérique, mais au travers du milieu cyber, évidemment, c'est quelque chose d'important. Donc dans ce document, on essaie de rassembler tout ça. On part de la menace, on essaie de définir les évolutions qu'on cherche, les évolutions qui s'imposent à nous. On essaie de mettre tout ça en cohérence et d'essayer de construire un petit peu les axes d'effort qu'il faudra conduire dans les années à venir, et qui s'orientent aussi et qui sont compatibles avec évidemment les orientations stratégiques données notamment par le CEMA, notamment autour de la notion assez générale qu'il a exprimée très simplement, qui est de gagner la guerre avant la guerre, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Et il faut aller effectivement sur un champ de confrontation qui est assez large, qui part de maintenant à plus tard, qui part de la guerre qu'on conduit aujourd'hui, puisque sur un certain nombre de domaines, on est quand même déjà en guerre, ou en tout cas en conflit ou en opposition avec un certain nombre d'autres volontés, mais aussi la guerre la plus probable ou la guerre la plus dangereuse. Alors là aussi, il y a une discussion à avoir sur ce qui distingue la guerre la plus probable de la guerre la plus dangereuse, mais elles ne sont pas forcément totalement indépendantes l'une de l'autre, évidemment. Voilà, donc le besoin militaire qu'on essaie de dessiner doit essayer de conserver la cohérence, ou en tout cas les principes de cohérence entre ce qu'on constate aujourd'hui, qui est cohérent, ça je vous laisse libre de le décider ou pas, mais en tout cas qui doit le devenir s'il ne l'est pas, ou qui doit le rester absolument. Il faut absolument inscrire tout ça dans un tout, qui est un tout national,
Pour ce qui est du monde militaire, ça s'inscrit évidemment, selon les mots du président de la République, entre dissuasion et force conventionnelle. Donc dissuasion, on n'en a pas beaucoup parlé, mais enfin, parler stratégie sans parler de dissuasion, c'est un choix, et je pense que c'est le seul moment où ça sera abordé aujourd'hui, mais ça existe quand même dans le paysage, il ne faut pas l'oublier. Mais évidemment, on regarde plutôt ce qui est visible et un peu plus public, qui concerne les forces conventionnelles. On a beaucoup de dilemmes là-dedans. On essaie d'avoir des grilles d'analyse, des prismes de filtrage, etc. Donc ça, on croise effectivement les différentes approches entre l'approche conceptuelle, l'approche emploi, la guerre de demain, et puis l'approche un petit peu plus technique ou technologique. Et donc tout ça essaye de tirer quelques conclusions ou en tout cas quelques questions et d'identifier surtout les principaux problèmes à résoudre et qui guideront les choix qu'il faudra forcément faire à un moment ou à un autre, puisque nous sommes dans un monde de compromis. Si on arrivait à faire tout ce qu'on veut faire, même les Américains n'y arrivent pas et se plaignent de ne pas avoir assez de moyens. C'est quand même assez surprenant pour le noter. J'avais un camarade en 96, un marin, qui se désolait parce que la marine américaine n'avait plus que 16 ou 18 porte-avions. Bon, voilà. Donc notre responsabilité à partir de là, c'est évidemment de définir ce qui sera absolument incontournable, mais qui reposera déjà sur des choix de la guerre tels qu'on voudra la conduire, qui permettra d'emporter la décision. Plus tard, sur le modèle, qu'est-ce qu'il faut, de quoi avons-nous besoin, en quelle quantité, et comment tout ça fonctionne ensemble et permet de faire une guerre, et de proposer surtout des guerres ou des modes d'action, en tout cas militaires, sur des questions qui ne sont pas forcément militaires au départ. Il faut arriver évidemment à jongler entre performance et nombre, ça a déjà été évoqué, la loi d'Augustine, et puis s'interroger sur la polyvalence aussi, qui est une façon de répondre à la dictature du court terme, avec des choses qui ont été conçues 15 ans ou 20 ans avant. On se dit, si on conçoit des matériels qui sont capables de faire plein de choses, on peut choisir plus tard, finalement, comment on les emploiera. Mais ça repose sur une polyvalence, et il faut faire attention de ne pas trop s'enfermer dans des choix qui contraindrait trop l'emploi des matériels qu'on va mettre en service. Et puis là-dedans, il faut rajouter tous les filtres transverses qu'on peut imaginer et qui s'expriment aujourd'hui par pas mal ce qu'on appelait des buzzwords, mais qui ont du sens quand même dans la guerre de demain: le combat collaboratif, la connectivité, multimilieu, multichamp, l'interopérabilité, etc., etc. La disponibilité. Et puis là-dessus, donc ça c'est un petit peu moins dans notre domaine, mais il faut penser aussi aux hommes qui servent les matériels. Et donc là aussi, il y a tout un champ important sur le moral, l'aguerrissement, etc. Et surtout la justification et la force morale des combattants. L'adaptabilité du modèle et la flexibilité, elle passe aussi. Il faut y penser notamment dans des concepts de guerre un peu totale, qui seraient des concepts d'emploi, des hypothèses d'emploi majeures. Il faut penser quand même que tout ne fonctionnera pas exactement comme ça fonctionne en ce moment. Donc, il faut penser au mode dégradé. Il faut penser qu'on ne sera pas tout seul. Donc, ça, c'est l'interopérabilité que j'ai déjà évoquée. Et puis après, il faut être réactif pour penser à tout ce qui nous saute un petit peu aux jambes en permanence. Et donc là aussi, il faut avoir, ça a été évoqué également dans la première table ronde, des capacités de développement rapide pour mettre en place des choses qui répondent à des besoins qu'on n'avait pas forcément vus, ou en tout cas des besoins émergents et qui demandent un traitement immédiat. Et ça, normalement, ça ne devrait pas arriver si la stratégie a été bien faite. Mais bon, en fait, on constate que ça arrive tout le temps. Voilà, donc le besoin militaire, il s'exprime. Il y a quand même beaucoup de documents qui existent. Ils sont pas d'accès public pour les raisons qui ont aussi été évoquées. La surprise, l'efficacité militaire, c'est aussi un petit peu dans la discrétion et dans le secret. Néanmoins, on a aussi un certain besoin de visibilité, puisqu'on doit coller à ce que Clausewitz appelait un dialogue de volonté. On s'inscrit encore une fois dans un schéma plus large. Donc on a une partie du travail à faire qui doit s'inscrire dans quelque chose d'autre. On en parle beaucoup. On a discuté d'influence dans la première table ronde. Je pense qu'effectivement, l'influence, c'est aussi, il y a là aussi un grand sujet. C'est une réflexion complète qu'on essaye en tout cas de rendre cohérente parce qu'elle n'ignore pas le contexte dans lequel elle se place, évidemment. Il faut voir loin et agir vite. Évidemment, tout ça est évidemment source de compromis, et ça, c'est le travail quotidien de trouver le bon compromis, celui qui durera et qui proposera des moyens efficaces et surtout qui permettra aux armées de faire ce qu'elles auront à faire, ce qu'on leur demandera de faire dans l'avenir.
Voilà, et je passe la parole à l'intervenant suivant. Hop, pardon. Merci beaucoup. Hop, mon général, vous avez souligné effectivement que les capacités ne se limitent pas uniquement à des capacités matérielles. Vous avez évoqué notamment le volet RH et le volet conceptuel, donc on est ici pour ça. Et vous avez évoqué également un maître mot qui est celui de la cohérence. Donc vous avez un outil, on va dire, c'est l'expression d'un besoin militaire prévisible. La question est de savoir comment est-ce que ça se décline dans une logique de programmation d'équipements militaires et comment on peut garantir la cohérence capacitaire de l'ensemble de ces équipements. Et c'est justement le rôle, monsieur l'ingénieur général, du SASD, de la Direction générale de l'armement. Merci, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion d'intervenir dans ce colloque. Alors, mon propos va se tenir en 2 points. La traduction de la pensée militaire dans l'élaboration des programmes d'armement, et puis le lien entre l'innovation technologique et la conceptualisation de la doctrine de la pensée militaire. J'illustrerai mon propos par quelques exemples sur des programmes pour vous donner un peu quelques repères. Alors, je voudrais retenir dans les propos qui ont été tenus ce matin sur le contexte stratégique, juste un point, c'est le mot compétition. Cette compétition, elle se traduit très concrètement par une course aux armements. Et on a pu voir l'année dernière qu'on était passé dans un niveau jamais atteint depuis la guerre froide, en total des dépenses mondiales en matière d'armement, puisqu'on a atteint 2000 milliards de dollars. Alors, elle est aussi accélérée, cette compétition, par l'accessibilité croissante des hautes technologies. Les barrières d'entrée liées à certaines technos par la dualité de ces technologies font qu'aujourd'hui, elles se répandent beaucoup plus facilement. Et on a pu voir sur certains théâtres d'opération, avec des attaques saturantes de drones, par exemple, que cette dissémination arrive à avoir des effets militaires importants. L'autre point aussi que je voudrais remarquer, c'est que cette compétition, elle ouvre de nouveaux espaces de conflictualité. Elle les ouvre de plus en plus rapidement. Les actions hostiles, on les voit apparaître dans le domaine spatial, dans le cyberespace, dans les grands fonds marins. On les a vus apparaître ces dernières années. Et ça, quand on replace ça à l'échelle des siècles précédents, où il avait fallu beaucoup plus de temps pour ouvrir le domaine aérien et le domaine sous-marin, on se dit qu'on est vraiment effectivement dans une accélération très très importante. Et qui ouvre avec ces nouveaux domaines, qui nous ouvre aussi des vulnérabilités. Alors pour gagner la guerre avant la guerre, il s'agit, je pense, pour la France, aux côtés de ses alliés, d'être crédible et de ne pas être déclassée dans son rang qui est le sien, qu'elle veut avoir dans cette compétition. Alors, je pense qu'il est pertinent, effectivement, de viser un modèle d'armée complet, c'est-à-dire un modèle qui est capable d'adresser, de porter son action dans l'ensemble de ces domaines de conflictualité et sur une gamme d'intensité qui est également assez complète. Parce qu'elle peut aller de l'action hybride jusqu'à la haute intensité, et puis, comme ça a été dit aussi, jusqu'à la dissuasion. Il n'en reste pas moins qu'il faut que ce modèle soit soutenable. Et c'est là où il y a une action déterminante à avoir, c'est une action d'optimisation de ce modèle. Il faut l'optimiser, il faut qu'il soit cohérent. Alors pour la DGA, c'est là tout l'enjeu de sa mission de préparation de l'avenir, préparation des futurs systèmes de défense. C'est une mission qu'elle mène aux côtés de celle qu'elle a en conduite des programmes d'armement pour l'équipement des forces, et puis dans la consolidation de son outil industriel avec les aspects coopération et exportation, soutien à l'exportation. Donc, dans cette mission de préparation de l'avenir et d'élaboration des programmes d'armement, ça relève d'un processus qui a été très profondément revu en 2018, justement à la lumière de ces nouveaux domaines de conflictualité, ces transformations que l'on constate. Et cette transformation, elle a donné lieu à une nouvelle instruction ministérielle qui n'a pas été citée ce matin, c'est la 1618. L'IM 1618 qui introduit cette démarche capacitaire renforcée pour l'élaboration des opérations d'armement. Alors elle est mise en œuvre depuis 3 ans avec l'EMA, avec les états-majors d'armée et avec les industriels. Et on a pu en faire un premier rétex cette année, puisqu'on a rédigé un guide d'application de la 1618 qui permet de redéfinir un peu certains concepts dans ce capacitaire renforcé, notamment. Alors pourquoi on a fait cette transformation ? Elle part du constat que les menaces auxquelles nous devons faire face
Elles appellent une combinaison de moyens de plus en plus interdépendants, de plus en plus imbriqués, intégrés, et que, pour dire les choses, l'ère du duel, comme ça se faisait dans le passé, elle est dépassée. On n'est plus un système d'armes contre un système d'armes, on est dans une combinatoire d'effecteurs et de capteurs. D'ailleurs, l'apport de la connectivité est devenu absolument déterminant dans la conception de ces systèmes de défense, puisque les capteurs, les effecteurs sont mis en réseau, ils interagissent, et c'est, je pense, un démultiplicateur d'effets militaires dont on a tout bénéfice pour concevoir nos capacités. Et puis la réflexion, ça a été dit, et la réflexion doit aussi intégrer le multimilieu, le multichamp, l'action hybride, et donc l'ensemble de ces réflexions nous amène à voir les choses plus globalement. Cette conception, elle doit se faire à l'échelle de capacité large, et non plus programme par programme, de façon à faciliter l'introduction de ces nouvelles solutions et d'assurer la cohérence d'ensemble de ces opérations. Alors par exemple, nous l'avons établi sur SCAF, le système de combat aérien futur, puisque nous avons conçu notre vision des choses sur ce programme, sur le programme notamment, enfin, ce qu'on est en train de faire en franco-allemand autour de NGWS, dans une vision d'ensemble plus large, avec une vision non pas de l'avion de combat, mais une vision de l'ensemble de la capacité aérienne de combat, avec un avion au milieu, mais également des effecteurs répartis sur des drones qui peuvent assurer des missions de façon beaucoup plus augmentée, disons, on peut avoir une capacité augmentée. Nous sommes également en train de le faire sur le domaine aéroterrestre avec Titan, qui est établi dans une démarche élargie, avec, nous sommes en train d'établir des orientations qui seront inscrites dans un document d'orientation étendue. On fait ça, bien sûr, avec les états-majors et les industriels. Et on voit bien que dans Titan, les enjeux majeurs que sont la connectivité et la robotisation vont être des facteurs déterminants dans l'évolution des concepts de ces capacités. C'est des choses, on va passer... Aujourd'hui, avec Scorpion, on est dans l'ère plutôt de l'infovalorisation. C'est déjà une révolution en soi, faire en sorte que les différentes composantes de la capacité aéroterrestre puissent communiquer, partager les informations. Là, on va passer à un domaine où on va mettre en place des modes d'action collaboratifs avec des effecteurs robotisés pour mener un combat le plus efficace possible. Donc le remplacement des moyens existants par les mêmes en mieux, on voit bien que c'est devenu quelque chose de dépassé. Il ne faut pas se placer à l'échelle d'un équipement, il faut se placer à l'échelle d'une capacité. Et même la performance intrinsèque de chaque équipement en soi n'est plus une donnée à prendre isolément. Il faut l'intégrer dans une évolution de conception. Alors comment on fait ça? On fait, pour établir cette conception d'ensemble, on a mis en œuvre une démarche d'ingénierie au niveau système de système, avec des outils de simulation qui modélisent ces interactions et qui testent des options d'architecture selon différents scénarios opérationnels et modes d'action dont on discute avec les états-majors. Concrètement, pour réaliser ça depuis 3 ans, on a déjà colocalisé nos équipes entre les architectes de systèmes de défense et les officiers de cohérence opérationnelle. Nous sommes dans les mêmes locaux. D'ailleurs, on travaille dans un même plateau qu'on a créé, un plateau collaboratif pour travailler ensemble et travailler aussi en lien avec les industriels. Et puis, nous avions mis en place des nouveaux outils de simulation au Centre d'analyse technico-opérationnelle de défense, CATOD, qui fait partie du SASD et qui est en quelque sorte notre bureau d'études, outillé, donc avec ces outils de modélisation d'architecture. Bon, une fois qu'on a fait, qu'on a dit ça, en fait, ce qu'on fait, c'est une analyse fonctionnelle des besoins, où l'on établit ces options d'architecture, système, avec une sélection de technologies clés qui sont pertinentes sur les différentes composantes qu'on met en œuvre, et puis on cherche à allouer les performances à ces différentes composantes et capacités. Ces travaux ensuite alimentent nos feuilles de route technologiques pour définir des objectifs de performance, des rendez-vous capacitaires, et ça nous permet aussi à nous DGA de piloter, de planifier nos études amont pour le développement de ces technologies. Donc c'est ainsi qu'une fois qu'on a fait ces choix d'architecture, on est en mesure de lancer les programmes
sur les différentes capacités qui sont inscrites dans ces architectures, de façon cadrée, ciblée, avec des objectifs de performance cohérents dans une vision d'ensemble. Alors, par exemple, je peux vous donner l'exemple de ce qu'on a fait sur la sauvegarde maritime. C'est le premier sujet qui a été abordé dans cette démarche de capacité renforcée en 2019. Pour vous donner quelques chiffres, on a travaillé donc à cette architecture avec la vision de la sauvegarde maritime à l'horizon 2030-2035, depuis les sémaphores jusqu'aux satellites, en passant par les patrouilleurs côtiers, les avions de surveillance, les hélicoptères d'intervention et de multiples autres effecteurs, par exemple les drones. Alors le problème a été posé dans son ensemble, l'ensemble de ce spectre. L'analyse a porté sur les effets recherchés, les chaînes fonctionnelles qui sont possibles, et on a simulé les performances de l'ensemble de ces options d'architecture. Ça a pris 1 an de travail. On a décliné 50 missions selon 11 fonctions clés. Et l'évaluation de ces différents concepts d'architecture a permis, dans un premier temps, de resituer une trentaine de systèmes qui sont étudiés dans cette architecture, d'en retenir 3 grandes architectures qui faisaient sens d'un point de vue qualitatif. Et ces 3 architectures ont été testées quantitativement par les moyens de simulation de cathode. Il y a eu 300 000 runs qui ont été faits pour tester avec des méthodes probabilistes la robustesse de ces architectures. Et ça a permis de retenir un choix d'architecture qui a été présenté à la ministre et qui a permis de porter des décisions de lancement d'opération. On a pu se dire, OK, il va être pertinent de lancer telle opération sur telle partie parce qu'elle sera cohérente de l'ensemble. Donc on a pu lancer le programme de l'avion de surveillance maritime qui est l'Albatros, mais on sait que cet avion va être complété d'autres opérations, notamment on travaille à la préparation de ces incréments supplémentaires avec des drones mâles, des plateformes haute altitude d'observation, des patrouilleurs, des drones de type VTOL qui vont être embarqués sur des patrouilleurs côtiers. Voilà, on peut donner aussi l'exemple de ce qu'on fait dans le domaine spatial, puisqu'on a également eu la même approche dans le nouveau programme de maîtrise de l'espace baptisé ARES, Action et résilience spatiale, pour la surveillance des activités autour de nos satellites et leur protection selon différents modes d'action. Bon, je ne reviendrai pas en détail sur ce sujet-là, mais en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'élaboration des programmes d'armement, on est passé d'une démarche qui était essentiellement séquentielle, où la pensée militaire éclaire le besoin, l'expression du besoin, qui est étudié avec un panel de technologies disponibles pour définir un équipement, pour faire un programme. On est passé de cette démarche séquentielle à une démarche beaucoup plus intégrée, un fonctionnement où le besoin est repositionné à une échelle plus large, où la pensée militaire est appelée à redéfinir des concepts d'emploi et des doctrines en fonction des options d'architecture que l'on étudie. Alors c'est typiquement le cas aussi de ce qu'on est en train de faire dans le domaine du SEAD, les suppressions des défenses aériennes ennemies, puisque la réflexion doctrinale est en train d'accompagner ce qu'on fait en conception des modes d'action sur le domaine du SEAD, et dans une approche qui est profondément, comme vous le savez, interarmée, multimilieu, multichamp, et donc qui est très très large. Voilà, ça c'est mon premier point. Le deuxième point, je voudrais évoquer le lien entre l'innovation technologique et la pensée militaire. L'innovation et la prospective technologique sont des données d'entrée fondamentales à la pensée militaire. D'abord parce que la techno a toujours été un facteur de supériorité opérationnelle. Et on l'a évoqué, le dilemme masse-techno est bien sûr prégnant, mais la masse sans la techno, c'est aussi une fragilité. C'est un peu la situation des chars irakiens pendant la guerre du Golfe en 91, où les chars étaient abattus un par un avec des hélicoptères de combat dotés de JVN, et donc la nuit, évidemment, c'était un carton. Donc cette supériorité technologique, elle est fondamentale à notre capacité opérationnelle. Ensuite, cette technologie, comme j'ai dit, elle fait évoluer la menace. Et c'est elle qui, tout le temps, a ouvert ces nouveaux domaines de conflictualité. Le numérique a ouvert le cyberespace, l'hyperconnectivité est en train d'ouvrir le domaine de l'influence subversive. Donc, il faut qu'on soit attentif à ces évolutions technologiques. Et surtout,
à ces ruptures technologiques, c'est-à-dire celles qui vont avoir un effet majeur sur les équilibres dans la conflictualité. Alors, je pense par exemple à l'intelligence artificielle, l'hypervélocité des missiles, les armes à effet dirigé. Je pense qu'on peut aussi se demander ce que fera le quantique à une échelle de temps un peu plus longue. Tous ces éléments-là, toutes ces évolutions technologiques-là sont de nature à faire évoluer la menace, mais aussi d'une certaine façon, ça procure aussi des opportunités, de façon déterminante d'un point de vue capacitaire. Les performances d'un capteur, par exemple, ou d'un effecteur peuvent rendre obsolète en très peu de temps la supériorité d'une capacité. Si je prends l'exemple d'un avion qui serait conçu pour être furtif et avoir une supériorité par sa furtivité, on imagine bien que si la technologie fait qu'un capteur est capable de le détecter, très rapidement, cette capacité devient obsolète. Donc il faut bien anticiper ces ruptures. C'est vrai aussi pour l'hypervélocité vis-à-vis des défenses solaires, ou le cas également des attaques saturantes de drones. Donc il ne faut pas rater ces virages qui sont introduits par ces ruptures technologiques. Ce sont des game changers. Il faut bien que la réflexion prospective et conceptuelle intègre la connaissance de l'évolution de ces technologies pour anticiper ces ruptures. Bon, pour ce qui concerne la menace, la DGA y contribue aussi avec les groupes d'évaluation de la menace prospective. Ça a été un petit peu évoqué. Je voudrais juste dire que c'est un travail qui se fait en groupe entre ingénieurs et officiers des armées, officiers des services, et qui se projette à une évolution de la menace à 10 ou 20 ans. Ce n'est pas uniquement la menace telle qu'elle est aujourd'hui, c'est en réfléchissant sur à la fois les enjeux de techno et les enjeux de concept d'emploi, comment cette menace va évoluer à l'horizon de 10 ou 20 ans, ce qui nous donne des repères pour concevoir nos programmes d'armement. Puis on évoque cette menace de plus en plus en termes de système, c'est-à-dire qu'il faut imaginer une capacité adverse qui emploie des effecteurs et des capteurs dans un mode distribué avec des modes d'action multiples. Pour ce qui est de l'opportunité apportée par ces technologies, c'est le rôle de l'AID, l'Agence d'innovation de défense, que de promouvoir le développement et la captation de l'innovation pour la défense. Cette action, elle s'inscrit à la fois dans le temps long, avec l'innovation planifiée, celle que la DGA pilote avec ses orientations capacitaires pour mûrir les technologies. Elle fait aussi la recherche des technologies de rupture. Elle anticipe elle mise sur les technologies qu'elle juge déterminantes vis-à-vis de ces ruptures que j'ai évoquées. Et c'est ce qu'on fait par exemple dans le domaine quantique. Mais c'est également aussi le temps court, et le temps court pour capter et intégrer rapidement de l'innovation ouverte notamment, issue du civil ou des armées ou des directions de services. Et là, il faut encore de la flexibilité pour intégrer ces opportunités, mais il faut en plus le faire rapidement, parce qu'elles peuvent être éphémères. Par exemple, une start-up qui présente un outil, un produit innovant qui peut intéresser la défense, il s'agit de l'accompagner avant soit qu'elle soit rachetée par un fonds étranger, soit qu'elle disparaisse parce qu'elle n'a pas trouvé son marché à temps. Donc la réactivité pour accompagner et capter ces innovations-là, elle est essentielle. Un bon exemple pour illustrer cette agilité, c'est ce que nous avons fait sur la lutte anti-drone, qui est ressorti comme une priorité, comme vous le savez, de l'actualisation stratégique de 2021. La menace, alors c'est intéressant parce que la menace, elle est typiquement issue de l'accessibilité de ces technologies de mini-drones auxquelles on peut facilement joindre une charge explosive, et ça constitue une menace, vous le savez, sur le territoire national, aussi bien qu'en OPEX, puisque c'est une nouvelle forme d'IED. Elle évolue aussi très rapidement dans son emploi, parce qu'on voit apparaître maintenant des modes d'autonomie de guidage, voire d'autonomie d'action de ces systèmes. Alors notre feuille de route vis-à-vis de cette menace de drone, une feuille de route capacitaire, elle est multifacette. Elle porte déjà à l'innovation planifiée, donc sur du long terme vis-à-vis de technologies déterminantes comme le laser ou les armes à effet dirigé électromagnétiques. Elle intègre aussi, dans le temps court, l'innovation d'usage, notamment issue de la créativité des armées, notamment celle de l'armée de terre qui a proposé un système qu'on peut intégrer sur un VAB en lien avec le Tourello téléopéré de ce VAB. Et puis de l'innovation ouverte, plus largement. On a par exemple fait l'expérimentation du laser LMAP de la société Silas à DGA et ses missiles,
pour la destruction de drones en vol. Et ça a été très concluant. D'ailleurs, on envisage un démonstrateur qui pourrait être déployé pour la surveillance des Jeux Olympiques de 2024. Et puis, on a également en cours des appels à projets qui sont portés par l'AID pour des concepts de drones intercepteurs de drones. Donc, on voit bien que là, non seulement on capte, mais on favorise aussi l'émergence de cette créativité de l'innovation ouverte. Alors, sur la lutte anti-drone, concrètement, on a lancé un programme à effet majeur incrémental dès le mois de février de cette année, avec un premier incrément dont les premiers systèmes de détection, les fusils brouilleurs associés, ont déjà été en partie livrés. Ils sont pour certains déjà déployés dans le Sahel depuis le mois de juin. Et ce qui permet déjà apprécier le comportement opérationnel. On en tire un rétex qui permet en même temps de préparer l'incrément d'après, qui est déjà en cours de consultation. Donc on voit bien là qu'on est dans un cycle rapide, avec un cycle court d'intégration de l'innovation et de conception d'un programme qui a vocation à pouvoir faire regrouper un certain nombre d'évolutions de capteurs d'effecteurs dans une architecture qui va être adaptée à ça. Les forces et la DGA travaillent de façon très interactive dans ces travaux-là, à tous les stades, de la préparation jusqu'à la conduite de cette opération. Et on voit bien que la doctrine et les concepts d'emploi, là, ils s'élaborent et ils s'enrichissent au même rythme que la maturation technologique et que l'expérimentation de ces capacités. Voilà, en conclusion, les deux messages que je souhaitais vous livrer, c'est que aujourd'hui, la pensée militaire, avec la réflexion doctrinale, elle accompagne la conception des architectures de nos systèmes de défense jusqu'à la réalisation des programmes d'armement, et dans un travail collaboratif et non pas séquentiel. D'autre part, l'autre point, c'est que la réflexion prospective et conceptuelle, elle doit intégrer l'évolution de la menace et des technologies de façon très réactive, avec la flexibilité et l'ouverture nécessaires pour l'intégration de l'innovation et l'adaptation de nos capacités. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'ingénieur général. Donc, je retiens deux idées fortes. La première, c'est le fait de travailler de façon intégrée avec bien évidemment les opérationnels, mais également les industriels. Et vous avez également insisté, bien évidemment, sur l'importance et la prééminence du volet technologique. Et donc, je pense que Thierry Calmont de Thales va nous permettre de boucler la boucle par rapport à toutes ces considérations. Et voilà, je vous laisse. Merci beaucoup. Normalement, je devrais répéter beaucoup de choses que vous avez déjà entendues, et ça voudra dire que le travail a été bien fait. La 16-18 n'est pas mon livre de chevet, mais elle est bien placée sur mon bureau, donc au moins pour ça, c'est bien. La toute première remarque que je voudrais faire avant de vous dire comment le plan de mon discours, c'est que Thales, c'est à peu près 80 000 personnes, et que l'activité de défense en représente la moitié. Donc il y a à peu près 40 000 personnes qui travaillent dans la défense, et sachez que ces gens-là, ingénieurs, techniciens, cadres, etc., ne sont pas là par hasard. Il y a, sans faire un discours patriotique acharné, il y a vraiment une volonté pour eux de participer à la défense de la nation. Et un sondage interne, il y a 3 ans, dans le monde entier, puisque Thales a la chance de couvrir à peu près 35 pays, ont retrouvé cette fierté de contribuer à l'apport pour nos armées d'un produit qui pourrait être, qui on l'espère, est supérieur à celui de l'ennemi. Cette introduction l'a faite. Pour nous, il faut vous connaître la pensée stratégique, le besoin opérationnel qui en découle, évidemment, pour vous comprendre. Comprendre, c'est essentiel, parce que si on vous comprend bien, nous pourrons élaborer des produits en adéquation avec ce besoin opérationnel. Et la supériorité sera acquise si on a bien compris, parce qu'on aura bien anticipé.
Et il y a un quatrième point dans mon message, et c'est ce qui structurera mon discours, c'est à notre tour, on pourra proposer. Parce qu'évidemment, il y a un domaine dans lequel les évolution techno, c'est une chose. Les ruptures technologiques, elles ne se font pas comme ça, on les voit venir, et je vous expliquerai un petit peu dans le comment, ensuite, comment on peut, nous, à notre tour, vous proposer des éléments qui vont permettre peut-être d'adapter, enfin même sans doute, d'adapter votre besoin, parce qu'on apportera une amélioration très sensible dans un domaine. Alors, pourquoi se connaître, comprendre, anticiper et répondre? Bon, le premier, il est évident, vous le savez, un industriel, il vit grâce au contrat, et uniquement grâce au contrat qu'il rentre. Il faut bien en parler. C'est comme ça qu'on paye, c'est comme ça qu'on investit dans certaines activités, qu'on fait tourner les structures. Et pour ça, il faut qu'on vende à des clients, et l'ensemble d'un client va présenter un marché sur un certain domaine. La France, c'est tellement important que vous représentez le marché. On n'adresse pas le marché de l'armée française comme on pourrait le faire pour un autre pays. On doit avoir des solutions adaptées à votre besoin. Donc je reviendrai sur la notion de politique produit tout à l'heure, parce que c'est comme cela qu'on adresse un marché, c'est avec un produit qui est soumis à une politique. Et cette politique suit une feuille de route. Nous retrouvons un vocabulaire commun, une feuille de route où pour les 30 ans, on va voir comment notre outil, notre produit proposé va résister à l'évolution des menaces, parce qu'on connaît bien les industriels qui travaillent dans les nations qui sont en face ennemie. Et éventuellement, là aussi, on pourra mieux anticiper. Alors, le comment de la connaissance de votre besoin, ben pour nous, c'est un rôle qui est essentiel au sein de Thales. Et puis, depuis le président-directeur général, Patrice Cahen, qui a 4 conseillers défense autour de lui, qu'il rencontre vraiment très, très régulièrement, ces conseillers animant, en plus, des cercles de réflexion interne, eh bien, il y a des personnes à tous les niveaux. À tous les niveaux, jusque dans les équipes de projet, nous avons des conseillers opérationnels qui effectivement sont souvent des anciens militaires, pas que, mais il y en a, en tout cas des gens qui arrivent à installer une bonne relation pour une connaissance. Et là, je voudrais dire un premier message fort, plus nous nous rencontrons, plus nous nous connaissons et plus nous pouvons comprendre votre besoin. Comprendre, qui est le deuxième point. Le comprendre dans une industrie, et là, enfin, depuis le début, ce que je dis, c'est Thales, Airbus, Dassault, ça s'applique, Safran, ça s'applique à tout le monde. Mais c'est l'affaire de tous, parce que comprendre, c'est la clé. Si on ne comprend pas bien, le produit n'est pas adapté, on rate le marché, on se fait sortir. Et aujourd'hui, avec l'accélération, on le voit, vous en avez parlé, je ne vais pas revenir sur ce débat, on peut très rapidement se faire sortir, ou on peut être rapidement sorti par quelqu'un qui aura une nouvelle idée. SpaceX le montre superbement dans ce domaine-là. L'affaire de tous, mais plus particulièrement les stratèges qui, d'un point de vue industriel, vont regarder si nous pouvons apporter en interne cette solution. Comment nous pouvons le faire? Avons-nous les ressources pour répondre à ce besoin? Faut-il faire des partenariats avec d'autres grands groupes? Faut-il adresser des PME, des start-up? Faut-il faire des acquisitions? Et là, donc, je vais illustrer mes propos. Basé sur la connaissance que nous avions en 2017 de l'environnement, Thales a décidé d'investir massivement sur 4 domaines, la cyber, l'IA, le big data et la connectivité. Des mots qui ne vous surprendront pas, qui ont été déjà prononcés de multiples fois. Ça tombe bien. Là, vous voyez, vous avez une politique stratégique menée par le corporate en top-down parce qu'on a compris que ces 4 secteurs d'activité-là vont être clés pour pouvoir. Et dans ces 4 domaines, l'analyse a été faite. Que savons-nous faire? Qu'est-ce qui nous manque? Et c'est pour cela que, par exemple, Thales a investi en milliards dans le rachat de Guavus, de Vormetrix, des boîtes américaines, Gemalto, pour pouvoir mieux répondre. Make or buy. Soit on sait faire, soit dans le tempo, parce que ça s'accélère, on y arrive, soit non, et à ce moment-là, on peut faire l'acquisition de certaines sociétés.
Et donc, grâce à cet échange à tous les niveaux, et là, je reprendrai tous les noms d'acteurs que vous avez entendus, ce sont vraiment nos interlocuteurs, DGA, SASD, les UM, l'ADT, S2IE, l'EMA, les OCP, les OCO, dans les armées. Au plus nous vous rencontrons, au plus nous vous comprenons, et bien entendu, nous pouvons influencer les politiques. Et donc, nous faisons un produit. Nous faisons un produit grâce à un contrat où... parce qu'on veut vraiment plus anticiper grâce à de l'anticipation avec de l'investissement, comme je viens de le dire dans les 4 domaines. Et puis, bien entendu, là intervient très en amont les directions techniques. Les directions techniques, parce que évidemment, ce sont eux, les centres de compétences, mot très très important chez nous, qui sont regroupés par secteur. C'est normal, hein, puisqu'on parle de produits, on va regrouper notre organisation par produit. Et nous aurons donc des feuilles de route qui vont être élaborées sur ces produits-là pour adresser le besoin du client. Je terminerai en vous donnant des exemples et des illustrations de tout ce que je vous dis sur le SCAF et ce qu'on a pu faire sur les 2 dernières années. Donc ça, c'est un petit peu le pour les nuls du pourquoi l'industrie s'organise comme ça. Et puis, il y a un point très, très important, c'est cette remontée dont je vous parlais tout à l'heure. Comment nous, les ruptures technologiques, eh bien, nous avons des chercheurs, nous avons des centres de recherche qui travaillent très, très en amont sur l'apport de la technologie. Enfin, je veux dire, le quantique, aujourd'hui, c'est un domaine absolument évident. Comme l'IA, l'IA a franchi un cap. L'IA passe des mains des chercheurs aux mains des développeurs parce que nous commençons à vous proposer des produits dans lesquels il y a de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, l'intelligence artificielle, de la recherche il y a quelques années. Aujourd'hui, on l'applique. Aujourd'hui, on est dans ce schéma-là sur la quantique. Mais j'ai déjà, notamment dans le SCAF, je vous en parlerai tout à l'heure, 1 ou 2 points d'application pour le quantique. Et donc là, c'est Thales qui va percevoir une évolution dans un composant, par exemple, qui va résister mieux au réchauffement, parce qu'il y a énormément d'activités, d'infos qui arrivent. Je prends l'exemple d'un radar, qu'il soit au sol, embarqué ou sur un bâtiment de la Marine nationale. Ces radars, on est passé de radars mécaniques à des radars maintenant à antennes dites actives, qui ramassent des téraoctets de données. Et donc, on se rend compte que si on change de composant pour faire ces antennes actives, eh bien, on va atteindre un niveau encore supérieur et surtout, par exemple, des capacités de traitement, donc offrir des modes, des services qu'il n'y avait pas. Donc tout ça, c'est à nous, à vous souffler à l'oreille, à vous dire très très clairement, en rencontrant le SASD, en rencontrant l'EMA, les OCO, les OCP, en leur disant, voilà, il se pourrait que là-dessus, il faut investiguer. Un petit exemple qui m'est arrivé dans ma carrière, quand, vous savez, le RBE2, le radar antenne active du Rafale, a remplacé le radar à antenne mécanique, nous nous sommes posé la question, et vous l'avez compris dans ma petite histoire, je me suis occupé de la rénovation de l'ATL2, est-ce que cette technologie-là est applicable au radar de surveillance maritime ? Est-ce que cette technologie-là va nous permettre de détecter un snorkel qui sort ou juste un petit blip sur la mer parce qu'on est dans l'ère du numérique, parce qu'on peut amasser un nombre de données, parce qu'on a des composants qui permettent de traiter beaucoup plus et d'investiguer des zones par mètre carré plutôt que juste attendre un écho qui revient. Et la réponse a été oui. Et donc on a présenté un dossier. Le besoin était de remplacer le radar de la TL2. Nous, on a dit, si vous faites un bond technologique, vous aurez en plus cela. Et nous nous sommes entendus sur un PEA dans un premier temps, puis le développement dans le cadre du projet de la rénovation ATL2. Donc vous voyez là, on est dans une activité vertueuse où nous vous alimentons en informations techniques et bien entendu ensuite dans le cadre de contrats d'amélioration ou de développement, nous pouvons appliquer la solution. Je l'ai dit, juste pour rassembler, puisque j'ai entendu aussi le mot feuille de route et que j'ai vu en première partie la projection sur le temps, nous travaillons aussi à 30 ans dans ce domaine de la recherche. Et bien évidemment, ensuite, nous appliquons sur le plus court et moyen terme. Voilà. Maintenant, si ce comment
je l'applique à un programme récent, le SCAF. Et là, je vais reprendre beaucoup de mots-clés qui ont été prononcés. Le SCAF est parti en confiant à un industriel français, un industriel allemand, Dassault et Airbus, la réalisation et la conduite de l'équipe industrielle, puisque nous avions réfléchi en amont et que ça ne fait jamais plaisir pour un industriel de ne pas être le premier de liste. Bon, maintenant, aviation de combat, Dassault premier, ne vous trompez pas sur mon discours, c'était tout à fait normal. Mais là, on s'est dit, voilà, allons mieux connaître le besoin. Et nous nous sommes rendus compte que le vrai besoin, c'était le combat collaboratif, l'apport du collaboratif en capacitaire. Et donc, dès quasiment le lendemain du Bourget 2019, Thales a investi, parce qu'on n'était pas sur les contrats, donc on a investi pour regrouper une équipe au même endroit, un plateau, on appelle ça un plateau, et on a regroupé toutes les composantes, toutes les lignes de produits, les produits, je vous ai expliqué un petit peu de façon théorique comment, qui pouvaient avoir un apport dans le combat collaboratif. Donc on appelle ça C3AF, combat collaboratif connecté, aérien du futur, et le slash, et ensuite il y a le SCAF, pour dire qu'on alimente une réflexion supérieure. Sachez en plus que camarades marins de Thales m'ont rejoint sur le plateau pour faire le combat collaboratif naval et que l'aéroterrestre devrait arriver prochainement. Donc encore une fois, prendre en amont parce qu'on pense avoir compris. Alors, pourquoi on a bien compris? Évidemment, je vais reprendre le fait que les statiques se soient organisés en un GT-SCAF, dirigé par un général, une ingénieure générale de l'armement et tous les adjoints derrière. Eh bien, c'est vrai, là où nous, on crée un point focal Thales où toutes les compétences étaient réunies, nous avions effectivement des interlocuteurs extrêmement puissants ou avec qui on a pu confronter le besoin. Bon, il y a eu en plus des documents qui ont été émis, dont on s'est abreuvé. Donc on part du combat collaboratif. Et là, toutes les entités de Thales qui avaient quelque chose à proposer, je leur ai demandé de me remonter justement ce qu'ils savaient faire. Le deuxième point de la première partie là. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter? Et mon job, enfin le job de l'équipe que je dirige, ça a été de filtrer, sélectionner et ne retenir que celles qui étaient vraiment tout à fait en lien avec le besoin qu'on avait pu sentir ou qui avait été rédigé. Ça, c'est l'année 2020. Et pour être sûr que ce soit bien fait, eh bien, nous faisions venir le GT-SCAF, à qui nous avions dit, on va vous présenter aujourd'hui la feuille de route avionique, la feuille de route simulation, la feuille de route radar, la feuille de route guerre électronique, enfin voilà, tout ce que Thales, si vous connaissez le groupe, peut apporter dans ce domaine-là. Évidemment, certains ont été exclus, et c'est très bien, mais vous voyez, on l'a fait en amont, et là je rejoins un point qui était, soyez moins cher. C'est vrai que oui, il y a toujours une tendance dans l'industrie, on veut vraiment apporter la réponse parfaite, et puis si possible, qui déborde un petit peu du cadre, comme ça c'est mieux. Bon, là, on avait vraiment ciblé. Et en ciblant, on a présenté ces feuilles de route, elles ont été corrigées, et c'est sur la base de ces feuilles de route que nous avons fait les contrats, donc pilier Combat Cloud, dont Thales est le leader pour la France, le contrat senseur, donc tous les senseurs, optronique, radar, guerre électronique, ça a été fait dans cet esprit, dans la simulation, où là on est sous-traitant de Dassault, tout a été fait comme ça, d'accord? Donc on pense que on a compris certains de vos messages et on a essayé de les appliquer. Je vais revenir maintenant à notre travail un petit peu de proposition, mais combat collaboratif, senseur connecté, j'ai déjà entendu ces termes, c'est ça. On est vraiment dans la réalisation de ces solutions-là. Aujourd'hui, je travaille à l'élaboration de services dits collaboratifs qui vont pouvoir permettre, et évidemment donc les solutions techniques, je prévoyais de vous présenter éventuellement le film, mais bon, ça sera, je vous inviterai tous pour le voir sur le plateau Thales, mais comment, par exemple, on peut connecter directement des capteurs entre eux, des capteurs, des senseurs actifs, passifs. Comment, par exemple, un NGF, un pilote dans un NGF qui veut détecter, parce qu'il pense qu'il a une menace très furtive en face de lui, va commander à un RC d'aller éclairer latéralement avec son radar, parce qu'on détecte mieux sur le côté.
Et tout ça, bien évidemment, avec un très haut niveau d'automatisation, un apport en intelligence artificielle, parce que, eh bien, on le voit, hein, l'environnement se complexifie. Le pilote n'a pas à décider sur quelle fréquence, sur quelle radio, sur quel moyen ça doit se faire. C'est bien la connectivité qui doit lui assurer cela. Et donc on va le faire. Et puis pareil, hein, donc on a tout un tas de scénarios qu'on est en train de creuser jusqu'à l'engagement. Vous l'avez compris, hein, premier scénario, c'est l'établissement d'une situation surface, et les derniers, ça sera l'engagement d'une menace. Et pour que la boucle soit bouclée, dans cet investissement, pour moitié, l'autre moitié venant des contrats de la première phase, nous avons créé un laboratoire de combat cloud sur lequel nous avons mis en application ces éléments-là. Donc c'est un environnement réel de connectivité, donc des vraies radios, des vrais serveurs de communication, excités évidemment par des données de simulation qui viennent de l'extérieur. Alors simulation de l'environnement, de la position avion, du relief, on pourra jouer sur absolument tous les critères. Et cet outil, pour favoriser le connaître et comprendre du début, nous le mettons à la disposition des opérationnels, du client DGA, etc. Nous le présentons, c'est déjà le cours. Nous l'avons présenté aussi à Airbus pour qu'ils nous rejoignent, à Dassault, parce que l'idée, c'est de faire un bac à sable où, ensemble, on va pouvoir tester l'apport du collaboratif. Donc, en gros, on a créé un outil qui montre le avec et le sans, mais évidemment, ensuite, qui va challenger les solutions, parce que ce n'est pas tout de sortir une solution qui, j'ai bien compris, va demander des années et des millions de développement dans tel et tel domaine. L'idée, c'est d'avoir aussi peut-être la capacité à présenter des scénarios acceptables, même si ce ne sont pas les plus évolués et les plus évolués en termes de développement. Voilà, le numérique, donc ces 4 activités, on les pratique au sein du plateau SCAF. Et comme je vous le disais, le terrestre et le naval nous rejoignent pour former un centre un petit peu sur ce combat collaboratif. Et tout ça, c'est parti du fameux cercle. Donc, vous connaître, vous comprendre, vous proposer des solutions, enfin, réaliser des solutions sur lesquelles vous avez fait les exigences. Et nous, de notre côté, avoir des propositions face aux évolutions technologiques. Donc, rencontrer les industriels, à chaque fois on grandit, on mûrit et on s'améliore, je l'espère, et ainsi on pourra vous apporter les meilleures solutions. Voilà. Merci beaucoup Thierry Calmont pour cet éclairage et ce plaidoyer pour le travail collaboratif. Alors, nous avons un petit glissement de 5 minutes par rapport au délai qui était imparti pour l'heure de la table ronde. Mon colonel, sous votre contrôle, on part sur 10 minutes de questions-réponses. Donc, éventuellement, on peut prendre des questions avec des réponses courtes pour favoriser les interactions. Oui. Je voudrais juste rajouter une ou deux phrases pour ce qu'a dit mon collègue. Outre les grands programmes qui drivent la pensée et la réflexion prospective, comme SCAF ou d'autres, on a aussi 2 axes, un interne et un externe. Un axe interne, évidemment, on est connecté à tous les think tanks et on monte des groupes ad hoc sur des sujets prospectifs comme guerre électronique du futur, etc., pour penser justement les nouveaux concepts. Et on a un axe externe tourné vers les bureaux plans en lien avec le major général des armées respectives, où depuis de nombreuses années, on monte des ateliers prospectifs, alors la DGA, le B-plan, etc., dans le domaine terre, air, mer, espace, pour justement élaborer partir des besoins opérationnels futurs de la menace et élaborer des roadmaps technologiques en adéquation avec les utilisateurs. Et donc, effectivement, on n'est pas du tout dans une logique séquentielle, hein, et on est vraiment dans une logique, on va dire, circulaire, collaborative, comme ça a été souligné par chacun de nos 3 intervenants. Donc, c'est un peu difficile, hein, je sais, puisqu'il y a bientôt le repas, ça a été très dense, mais n'hésitez pas. Hop, ça. Oui. Est-ce que vous pourriez parler juste un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui. Voilà. D'accord.
Voilà. Donc je pense que vous avez compris la question, comment développer une pensée stratégique fiable et durable au vu de l'accélération des évolutions technologiques et des ruptures notamment. Donc je me permets peut-être de rebondir sur la notion de rupture technologique. Vous en avez parlé. C'est un point qui est assez important. Comment fait-on pour identifier des ruptures technologiques et comment est-ce que dans la réflexion prospective vous les intégrez à la fois au niveau de l'architecture des systèmes et puis bien évidemment d'un point de vue technologique. Peut-être Thierry Calmont et Franck Leclerc, si vous pouvez répondre rapidement sur ces 2 points. Déjà, c'est de l'anticipation, c'est d'identifier, savoir repérer les technos ou les évolutions de ces technos qui ont du potentiel déterminant vis-à-vis de performance de nos systèmes. Typiquement, une capacité d'un capteur à aller au-delà d'un seuil de détection qui était jusqu'à présent identifié comme un plafond, un plancher, on sait bien que ça peut faire basculer complètement le rapport de supériorité d'une capacité sur une autre. Donc il faut qu'on ait justement la capacité d'identifier sur une techno comment son potentiel évolue vis-à-vis de ces seuils. Et donc ça permet dans nos choix d'architecture, de mettre les curseurs d'un côté ou de l'autre en fonction de notre vision de ce que soit l'adversaire, soit nos propres capacités est capable d'atteindre comme niveau de performance technologique. Je pense par exemple sur un avion de combat, la réflexion a été menée sur ça, forcément. Et il y a des compromis à faire entre la manœuvrabilité de l'avion, sa furtivité, sa vitesse. Tout ça, c'est des choix qui sont majeurs dans la conception d'un avion. Et ben, on va faire le choix de ces différentes performances au juste niveau en fonction de cette présomption, de cette perception, cette intuition aussi, de ce que les technos dans 20 ans, 30 ans, et puis sur un avion qui va durer 40 ans en service, il faut se projeter loin, de ce que ces technos ont comme potentiel. Et là-dedans, il y a une part aussi d'intuitivité, d'intuition qu'on partage avec l'industrie. Oui, j'ai donné tout à l'heure un petit peu l'exemple face à l'évolution technologie, avec l'adaptation d'une ligne de produits radar, du combat jusqu'à la surveillance, etc. Nos amis de Safran, par exemple, quand se rendent compte que en créant de nouveaux composants, on peut travailler en chambre de combustion à des températures là où la physique, on ne pensait pas que la physique allait nous permettre d'aller. Donc vous voyez, ça c'est ça. Par contre, il y a vraiment en revanche une grosse différence. La rupture techno, c'est pas en quelques mois. La rupture techno, ça passe souvent par les composants, c'est profond. Nous, on la sent venir, il y a un côté intuitif. Après, il faut regarder ce que ça donne réellement. Regardez le quantique, on en entend parler depuis... je peux vous donner un exemple sur le quantique. Quand je vous ai parlé de détection discrète d'un furtif tout à l'heure grâce à différents radars parlant ensemble sur différentes plateformes, tout ça, ça peut se faire si vous avez des horloges capables d'être précises à 10-9. Bon, ben voilà un point d'application du quantique sur lequel on travaille chez Thales, vous voyez. Mais ce n'est pas en quelques semaines, en quelques mois. En revanche, l'évolution, elle, par un échange approfondi, sera toujours possible. Parce qu'elle va apporter un plus. Alors c'est vrai, quelquefois, nous grand groupe, on est challengés très, très clairement, et il faut qu'on s'adapte, et je pense qu'on s'adaptera à cette accélération. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse ensemble, puisque maintenant, dans le cadre du dossier que je suis, je travaille avec beaucoup de PME et de start-up. C'est vrai que je me rends compte qu'on doit revenir peut-être à un fonctionnement, accepter un niveau de risque et des choses comme ça différentes. Mais c'est un point clé que vous soulignez. J'ajouterais que les ruptures technologiques, effectivement, comme ça a été dit, il faut les regarder dans les deux sens. Il faut regarder comment ça peut être une opportunité et comment ça peut être une menace. Et c'est là qu'il faut regarder aussi dans le futur ce que nous, on aimerait chercher à faire, enfin ce qu'on cherche à faire, mais il faut regarder aussi ce que l'adversaire potentiel est en train de rechercher. Et comment lui, il fait orienter, comment on devine ce qu'il peut y avoir derrière les évolutions technologiques qu'on observe en face. Donc là aussi, c'est des choses intéressantes. Ça marche pas tout le temps, il y a des ruptures, effectivement, ou les ruptures, ça peut être aussi des ruptures d'application. C'est une technologie qui n'a absolument rien à voir avec le monde militaire et qui tout à coup trouve une application que personne n'avait imaginée et qui pose un problème. Donc là, on en a quelques-unes. On a parlé des drones, on a parlé, on peut regarder aussi l'utilisation du téléphone portable dans les IED, par exemple. C'est un truc intéressant. La 5G. Oui, la 5G. Voilà. Donc,
Donc voilà, c'est un jeu, enfin tout le monde essaye de gagner, mais on n'y arrive pas à tous les coups. Mais effectivement, il faut aussi après se pencher sur la robustesse, sur un certain nombre de choses, et faire attention aussi qu'en courant après l'innovation, on n'introduise pas de nouvelles vulnérabilités. Donc la stratégie, c'est d'avoir des idées claires sur ce qu'on veut faire, effectivement savoir adapter aussi, mais normalement, si on a bien travaillé, l'adaptation elle est à la marge, donc on réoriente un petit peu, c'est pour ça qu'on a besoin que d'actualisation stratégique et pas d'une nouvelle stratégie tous les 3 ans. Normalement. Et puis, il faut savoir incorporer au fur et à mesure tout ça. Et c'est un challenge aussi dans l'innovation et dans les opportunités. Un développement capacitaire qui est prévu sur 15 ou 20 ans. Et on a des grosses capacités, c'est comme ça. Et bien, pendant les 15 ou 20 ans, il va falloir incorporer tout un tas de nouvelles choses qui arrivent et qu'on n'avait pas du tout anticipées. Ça fait partie aussi des choses qu'il faut incorporer dans le processus et qu'il faut savoir faire, même si on ne sait pas exactement ce qu'on va devoir faire. C'est là où on saisit toute la complexité de l'exercice. En général, vous aviez une question? Oui, une question, comment vous considérez et vous traitez la problématique de l'exclusion des entreprises de défense de certains labels de développement durable, normes RSE, ISR, ESG, qui potentiellement vous privent de certaines sources de financement et vous pénalisent dans votre développement? Alors, pour Thales, je vais répondre pour Thales, les normes RSE sont devenues un objectif numéro 1. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir ce risque-là. Et donc, c'est une politique qui a été lancée très, très clairement, très fortement, pilotée directement par notre président-directeur général. Et là, ça a donc accompagné d'investissements. Donc, ça, c'est un challenge, c'est imposé. Mais on ne peut pas ne pas l'appliquer. Et aujourd'hui, chaque employé de Thales a dans ses objectifs le RSE. D'accord. Je crois qu'il y a un label européen qui a été mis en place sur la finance durable qui a priori exclut les entreprises de défense de certains financements européens. Oui, les impacts sont surprenants. Ça, potentiellement, enfin, on a l'impression qu'il y a des gens qui ignorent qui n'ont pas compris qu'il n'y aura pas de développement durable sans défense. Sinon, on va passer les autres dates. Ouais. Alors, sur l'affaire des financements propres, on regarde ça évidemment de très très près. Bon, après, on peut essayer de faire évoluer certaines situations. Je ne suis pas ça de si près pour répondre précisément à votre question. C'est vrai effectivement qu'on a parlé d'évolution stratégique, évolution technologique, il y a également des évolutions sociétales qui conduisent à un changement de contexte qui doit être pris en compte. Éventuellement, je me permets de prendre une dernière question. Voilà, peut-être une dernière. J'en ai qu'une seule. Dans les espaces cyber et sous-marins, les acteurs privés disposent des capacités et sont responsables du fonctionnement et de la maintenance des infrastructures. Ce sont des milieux aujourd'hui essentiels au fonctionnement de nos sociétés numérisées. Comment intégrer ces acteurs privés à la réflexion militaire et à l'élaboration de la stratégie de défense française? Je crois savoir d'où vient la question. Je pense que vous seriez étonné, mon Gérard. Alors, je ne me demande pas. Mais ça rejoint exactement la question qui a été posée avant. C'est des applications civiles dont on découvre qu'effectivement, elles ont une application défense, même une application militaire. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Soit on incorpore ces technologies, ces techniques qu'on n'avait pas envisagées dans nos modes d'action à nous, soit effectivement on établit des partenariats. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. L'idée, là aussi, c'est dans la vitesse. Si ça existe déjà ailleurs, il ne faut pas le réinventer. Ça ne sert à rien de chercher à le réinventer. Donc, on va plutôt essayer d'utiliser, d'évaluer ce qui existe pour l'utiliser à notre profit, quitte à passer pendant une durée plus ou moins longue par des opérateurs qui ne sont pas des opérateurs strictement militaires. Les Américains, il faut observer, font ça très très bien. C'est des choses qui sont de toute façon nécessaires dans le monde dans lequel on vit, notamment tous les opérateurs numériques, les opérateurs spatiaux, aujourd'hui sont incontournables pour les opérations militaires. On appelle les opérateurs de confiance. Oui. Et alors, évidemment, ça repose sur les salles de confiance. Effectivement, il faut arriver à être certain que le jour où on en aura vraiment besoin, ces partenariats qu'on aura établis seront encore disponibles. Ce qui est
dans un monde qui répond à des règles qui évoluent aussi et parfois délicates. C'est un enjeu dans la réflexion d'ailleurs stratégique, la notion de résilience est importante. On est en train de travailler d'ailleurs sur une doctrine sur la résilience, où effectivement à partir du moment où le monde militaire est dépendant d'une certaine façon d'acteurs externes, il faut qu'on ait la garantie que ces acteurs externes puissent, au moment d'une confrontation, enfin au moment d'un affrontement, puissent être disponibles pour nous. Et ça c'est tout un enjeu. Très bien. Écoutez, merci à tous les trois pour vos témoignages et pour ces échanges. Et sans plus tarder, je me permets de rendre la parole à vous, mon général. Bon, exercice délicat, je vais essayer de reprendre les notes que j'ai prises pour clôturer ce colloque. Bon, d'abord et en premier lieu, un grand merci à vous tous pour l'ensemble des échanges. Aujourd'hui, alors ça fait depuis 1 an que je fais partie de cette communauté de la pensée militaire, enfin ce que j'appelle la pensée militaire. Aujourd'hui, j'ai encore appris, mais on apprend tous les jours. Et donc j'ai appris de ces échanges. Je suis donc plus que reconnaissant à vous tous, les panélistes comme les modérateurs, ou alors les gens qui sont intervenus, ou par les questions d'ailleurs, d'avoir pris de leur temps pour nous faire partager leurs connaissances, leur expérience et évidemment leurs réflexions. Comme je le disais en introduction, la pensée militaire est un préalable indispensable à toute élaboration d'une stratégie au service du soutien d'une politique publique. Nous avons vu qu'elle s'alimente de différents acteurs organisés, mais qui font l'objet d'un processus, même si ces processus sont parfois plus ou moins bien formalisés. Nous l'avons vu aussi, le risque est de s'égarer en chemin. Et je reprendrai ce que disait le major général des armées il n'y a pas si longtemps. Il faut éviter d'être excellent dans l'inutile. Donc on a quand même un devoir de performance globale. Alors je vais simplement faire une petite listing d'un certain nombre de questions qui, comme diraient les anglo-saxons, sont pending, hein, c'est-à-dire sont toujours en cours d'élaboration ou en cours de réflexion. Et qu'il va falloir que nous tous, communauté donc de la pensée militaire, résolvions dans le plus ou moins court terme. D'abord, les questions de technologie ou de masse. On voit bien qu'on a besoin des deux. Alors, comment concilier les deux ? On a besoin d'influence de notre pensée vers nos alliés aussi. Hein. C'est la façon de résoudre une partie de nos problématiques. Et donc, notamment avec cette appropriation de la langue anglaise et cette nécessité de publier aussi en langue anglaise, qui fera l'objet d'ailleurs d'une réflexion commune au sein de l'école militaire bientôt. C'est aussi de l'influence vers nos compétiteurs pour gagner la guerre avant la guerre et pour faire baisser les tensions. Ce sont les analyses systémiques. On a bien vu, hein, aujourd'hui on parle de système plus que de système dédié. On a dit il n'y a plus de duel. Aujourd'hui, une capacité, si on veut l'atteindre, si on veut agir dessus, eh bien c'est en étant transverse complètement sur l'ensemble. Et c'est pour ça qu'on a des notions d'intégration, mais j'y reviendrai. Et c'est ces analyses systémiques donc pour adapter nos modes d'action. On l'a vu parce qu'on n'est pas, on est dans un monde réel. C'est que à un moment donné, toutes nos réflexions, eh bien, doivent être confrontées aux ressources. Donc, il faut qu'on priorise ces ressources. Et c'est toutes les questions aussi qu'on a évoquées sur la soutenabilité du modèle. C'est aussi, j'ai noté, hein, c'est aussi les questions sur la solidarité stratégique. Et ce qu'on peut appeler finalement l'arrogance, hein, un peu fin de l'arrogance, il faut aussi qu'on sache écouter, et pas qu'on avance sourd et muet tout seul. C'est la mise en cohérence de nos travaux, donc on l'a bien vu, hein, on a beaucoup d'acteurs qui interagissent entre eux, et donc c'est de corréler l'ensemble de tous ces travaux pour éviter de s'égarer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais reprendre le mot d'intégration, hein, qui est dans le concept d'emploi des forces, on cherche à intégrer l'ensemble dans le multimilieu multichamp. Enfin, le multimilieu multichamp aujourd'hui, on a vu, hein, il y avait 6 acteurs aujourd'hui. Il y en a sans doute plus, hein, mais il y en avait 6. Et là aussi, il faut qu'on les intègre. Ça semble logique, hein, qu'on ait une corrélation et une cohérence d'ensemble sur l'ensemble des travaux. L'ouverture d'esprit, ça va un tout petit peu aussi avec la fin de l'arrogance. Hein, et les notions de signe noir. Aujourd'hui, on a eu des surprises stratégiques. Eh bien, toute la réflexion qu'on doit avoir, c'est éviter demain qu'on soit surpris comme on l'a parfois été. J'ai
J'ai noté aussi une notion intéressante, c'est celle de la cohérence dans le temps. Il y a la cohérence, disons, transversale de l'instant, mais il faut aussi qu'on ait une cohérence dans le temps. Et on la commence déjà dans l'histoire militaire. C'est intéressant de voir que quand même, il y a certaines... Enfin, c'est plus que du rétexte, quoi, hein, certains principes, moi, je ne veux pas rappeler Foch, hein, mais certains principes qui nous viennent de l'histoire militaire, qui sont toujours valables aujourd'hui, et parfois qu'on a tendance un peu à oublier. Alors, je note aussi qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un développement d'un système ou d'un système de système sans avoir une réflexion amont sur comment on entend le déployer. Alors, même si ce n'est pas des marches incrémentales, hein, au fur et à mesure, mais néanmoins, tout ça, ça doit être en parallèle. Voilà, donc en croisant les approches, différentes approches, et en les fertilisant, des approches conceptuelles, des approches d'évaluation, évaluation de la menace, du contexte géostratégique, de l'acquisition des matériels, etc. Ce qui vaut aussi qu'on résolve, c'est quelle polyvalence, pourquoi faire, quel niveau du risque consenti, ça c'est important aussi qu'à un moment donné, cette pensée militaire, elle imprègne un tout petit peu, je dirais, les autorités politiques, pour que aussi on ait une approche par les risques, qui est naturelle à l'arc de la guerre. Hein. Donc, il ne faudra pas oublier ça non plus. Ensuite, j'ai noté aussi l'interconnectivité. Aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir simplement en système. Ce n'est pas un système contre un système. C'est un ensemble de systèmes interconnectés, collaboratifs, qui aura le meilleur effet vers le système adverse. Voilà. Et donc tout ça, ça a une notion évidemment d'interconnectivité. On en a parlé, de combat de cloud, etc. Ensuite, j'ai noté aussi intégrer les ruptures technologiques. Donc il y a à la fois une démarche top-down, bon, on réfléchit à ce qu'on veut faire et ensuite on développe ce qu'on veut faire, voilà, même si on a de l'agilité tout au long du processus, hein, pour le faire évoluer. Mais aussi c'est des démarches bottom-up, on en a parlé. Comment est-ce qu'on s'approprie finalement quelque chose qui apparaît et rapidement on l'intègre. Donc là c'est tout le rôle de l'AID, de l'innovation, etc. Et enfin, je finirai là-dessus. Il faut aussi qu'on se pose, voilà, qu'on intensifie probablement, et on en a parlé aussi, la simulation dans l'ensemble, qu'elle soit pour le développement d'un concept ou le développement d'un système, le développement d'une capacité de manière générale, s'appuyer quand même aujourd'hui sur ces outils numériques. Et la simulation, on voit bien aujourd'hui, elle est indispensable. On l'a vu cathode, par exemple, la DGA, hein, mais elle est absolument indispensable pour faire face à la complexité qui nous fait face. Je terminerai simplement sur une considération. J'en discutais dans la communauté militaire des opérations, sur le multimilieu multichamp. Hier, on avait, disons, trois domaines, air, mer, terre. Et donc, pour réaliser une connexion entre ces trois, c'est simple, hein, il faut 3 liaisons bidirectionnelles, voilà, pour 3 acteurs. C'est assez simple. Quand on est à 5 milieux, ben, il en faut 20. Donc, voilà, tout s'interconnecte ensemble. Plus on rajoute d'acteurs et plus les interconnexions sont complexes. C'est simplement ce que je voulais dire. Et donc, cette complexité, pour y faire face, il faut vraiment qu'on y réfléchisse et puis qu'on s'appuie aussi sur les outils numériques. Je vous remercie encore tous une dernière fois pour vos implications pour ce colloque. Et puis, nous le voyons, le travail ne fait que commencer et se poursuivre. Merci à tous.